Dominique de Villepin, et donc, ce sont ses mots, en route vers l'Élysée, c'est ce qu'il a dit sur France Info début juin. Et bien aujourd'hui, il livre les contours de son programme économique en exclusivité au journal L'Opinion. Bonjour Marc. Bonjour David. Journaliste donc au quotidien. C'est intéressant parce que souvent la question qui se pose sur Dominique de Villepin, c'est de savoir s'il est encore de droite. Est-ce que son programme économique, qu'on va détailler ensemble, même s'il est encore un peu généraliste et flou, est-ce que son programme économique est de droite, globalement? Alors, ça reste un programme assez classique de droite, mais avec une composante attentive à la justice sociale et qui assume les hausses d'impôts. C'est un programme qui peut être qualifié de droite parce qu'on y retrouve un pilier de retraite par capitalisation, par exemple, mais on pourrait dire que maintenant l'idée progresse même à gauche. C'est un programme de droite parce que il veut rétablir l'équilibre budgétaire, mais pas forcément uniquement par des baisses de dépenses. Oui, c'est un programme qui ressemble à un programme de droite, mais un programme de droite avec un souci de justice sociale et une volonté d'augmenter les impôts pour contribuer à équilibrer les finances publiques. Justement, les finances publiques, sur la dérive de nos comptes publics et les déficits, est-ce qu'il serre la vis parce que finalement il fixe 3% de déficit public à horizon 2032, ça laisse un petit peu de temps. Ah oui, oui, il ne sert pas du tout la vis, hein. Là, c'est un aspect peut-être plus social-démocrate, c'est-à-dire on prend du temps pour rétablir, pour stabiliser la dette, hein. Rappelez-vous que Bruno Le Maire avait promis de revenir sous 3% de déficit en 2027, puis là, ça a été décalé à 2029, et là, il propose directement de décaler cet objectif à 2032, c'est-à-dire qu'en gros, on ne pourrait pas stopper l'augmentation de la dette compte tenu de la situation économique, on ne pourrait pas stopper l'augmentation de la dette avant 2032. Il ne met clairement pas la priorité sur la stabilisation rapide de la dette. Après, il en fait un objectif. Il affirme qu'il faudra se doter d'une loi de programmation des finances publiques contraignante, c'est-à-dire que chaque cible de déficit fixée pour chaque année pendant le quinquennat devront être respectées, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Il se donne un peu de marge de manœuvre pour le faire assez progressivement. Parce que l'argument principal, c'est de dire déjà, il faut se donner des objectifs en termes de justice sociale, et deuxièmement, il faut dégager de grosses marges d'investissement pour rester dans la course aux nouvelles technologies et dans la course à la transition énergétique. Ça reste un objectif, revenir à 3% de déficit public en 2032, qui est le niveau à partir duquel la dette publique se stabilise. Est-ce qu'il dit comment il fait ou est-ce que ça reste un objectif? Pour l'instant, il dit pas en détail comment il fait, parce que c'est trop tôt pour annoncer tout le détail des hausses d'impôts ou des baisses de dépenses qu'il faudrait faire, mais il assume qu'une partie de cet objectif sera réalisée grâce à des hausses d'impôts, que si on veut investir, il faut se donner des ressources, et donc qu'il y aura des augmentations d'impôts, non seulement pour les riches avec un retour de l'impôt de solidarité sur la fortune, mais probablement sur tous les Français. Euh, Dominique de Villepin n'exclut pas, ça c'est pas forcément écrit dans l'interview, mais il n'exclut pas par exemple l'idée d'une TVA sociale enfin en tout cas d'une augmentation de la TVA ou d'une augmentation de la CSG pour financer le Donc, mondial. hausse de la pression fiscale sous Dominique de Villepin pour les plus riches, mais pas seulement. Voilà, Bon, après, exactement. il dit qu'il veut se doter d'un fonds souverain doté de 100 milliards d'euros. Pour faire quoi? Et puis surtout, là encore, comment le financer? Oui, alors ça, bon, c'est la partie qui me laisse la plus sceptique. Ça fait très bien de dire on fait un fonds souverain, parce qu'il y a beaucoup d'États qui ont des fonds souverains. Enfin, c'est souvent des États qui ont des rentes pétrolières, par exemple. Bon, là, il s'agit de prendre ce qui existe déjà, c'est-à-dire la Banque publique d'investissement, de prendre l'Agence des participations de l'État, de prendre le Fonds de réserve des retraites et dire on va tout mettre ensemble pour donner un aspect psychologique. On va atteindre 100 milliards d'euros. Ce qui est vraiment nouveau dans cette proposition, à mon sens, c'est de prendre 2 points de cotisation employeur-retraite qui sont aujourd'hui affectés au financement des retraites par répartition et de l'affecter à un pilier par capitalisation. Et c'est là que Dominique de Villepin dit il faudra assumer qu'il faudra trouver une autre ressource,
puisque ça ne sera plus disponible pour les retraites par répartition. Il faudra trouver une autre ressource pour continuer à payer les retraites auxquelles les gens ont droit, les retraités ont droit aujourd'hui. Et donc, il faudra peut-être faire participer les retraités d'une manière ou d'une autre, et comme je vous disais, peut-être augmenter la TVA ou augmenter la CSG. Et donc, il veut créer un pilier de retraite par capitalisation pour contribuer à financer les entreprises françaises, les innovations de rupture, essayer de mettre beaucoup d'argent dans le financement des entreprises françaises. Évidemment, il dit tout de suite que son fonds qui est censé verser donc des prestations de retraite par capitalisation aux personnes de plus de 65 ans. Donc il y a une référence à un âge qui est de 65 ans, même s'il ne donne pas dans la réforme des retraites, il ne dit pas moi je veux un âge de référence. Là, pour son pilier par capitalisation, il dit cette rente ne sera servie qu'à partir de 65 ans. Et cet argent, bon, il est censé être garanti, capital garanti, rendement garanti. Donc, il se passe quoi si à un moment l'économie va très mal, etc. Donc, il faudra vraiment regarder les détails. Mais c'est une façon à la fois de financer mieux les entreprises françaises et en même temps d'essayer de créer un début de pilier par capitalisation qui nécessairement montera en puissance assez lentement dans le temps. Pardon, pour être sûr que j'ai bien compris, sur les retraites, sur l'âge légal de départ, il dit quoi? Alors, il dit rien à ce stade, il dit plutôt qu'il est favorable, dans le cadre de la répartition, à ce qu'il n'y ait pas d'âge légal de départ à la retraite, de passer à un système en points, donc un peu comme la réforme que voulait faire Emmanuel Macron durant son premier mandat, de passer à points et de ne garder une référence qu'à la durée de cotisation, mais dans le cadre de son pilier par capitalisation, pardon, il dit clairement qu'il veut que les rentes soient servies à partir de 65 ans. Donc c'est pour donner une référence, si vous voulez, dans votre système par points sans âge légal de départ, vous pouvez fixer des paramètres tels que l'âge de référence qui serait reconstruit par d'autres paramètres serait à peu près 65 ans. Donc on peut comprendre entre les lignes qu'il aimerait bien que les gens décalent leur âge de départ moyen à 65 ans. Sur la taxe carbone, il nous dit quoi? D'ailleurs, la taxe carbone, elle existe ou elle n'existe pas déjà? Ah bah, il y a déjà, enfin ça dépend ce que vous appelez taxe carbone, mais il y a déjà une taxe sur les carburants. Lui, il Oui. dit, je ne veux pas que le prix de l'essence à la pompe, l'essence ou le gazole, descende sous les 1,75 €. Et dans ce cadre-là, si jamais ce prix repasse sous 1,75 €, j'augmente ma fiscalité. En partie pour pouvoir la redistribuer le jour où ce prix de l'essence par litre atteindrait, en cas de crise géopolitique, 2,50 €, plus de 2,50 €, mais en partie pour financer la transition écologique. Et donc il assume que le prix de l'essence ne doit pas tomber en dessous de 1,75 €. Et donc ça veut dire envoyer un signal prix un peu plus permanent et trouver des recettes. Et lui, il dit il faut tirer la leçon de la crise des Gilets jaunes. On ne peut pas prélever cet argent sur les Français sans leur redistribuer intégralement. Donc là, l'objectif, c'est de financer la transition écologique. Et donc, l'argent récolté en plus, grâce à cette taxe carbone, sera entièrement redistribué aux Français les plus vulnérables pour s'équiper en voiture électrique, en pompe à chaleur, etc., etc. Bon, tout ça, ça reste des directions essentiellement. Ça manque de précision, mais c'est normal, c'est parce qu'on est encore loin de Ouais, l'élection. alors, ça manque de précision. Regardez les programmes des autres candidats, Vous avez hein. raison. Si vous trouvez qu'il y a plus de précision chez Édouard Philippe ou chez Gabriel Attal, à ce stade, il donne quand même des orientations assez précises. Après, vous savez comment il est, Dominique de Villepin. Il est aussi dans la rhétorique, l'objectif, les grandes phrases, etc. Mais il y a quelques détails. Un candidat qui assume le retour de la taxe carbone. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Donc ça, c'est plutôt un point, à mon avis, positif. Évidemment, il faudra qu'il précise le financement de son fonds souverain, à quel point c'est nouveau, au-delà d'un pilier de retraite par Hmm. capitalisation. Mais il assume qu'il y aura des hausses d'impôts. Il dit de façon assez claire, même si on n'avait pas toute la place dans cette interview pour tout dire, mais il assume assez clairement que la priorité, c'est pas d'augmenter le pouvoir d'achat des Français, c'est de redresser les finances publiques et d'investir dans les transitions écologiques, transitions technologiques, pour que la France ne soit pas complètement larguée, la France et l'Europe, et que la résultante d'une stratégie gagnante sur le plan économique, ça sera l'augmentation du pouvoir d'achat des Hmm. Français, mais qu'on ne peut pas redistribuer avant. J'ai pas l'impression qu'il soit dans l'esprit d'une grande bascule de cotisation
taxation, vers de la TVA, etc. Lui, s'il assume d'augmenter les impôts, comme je vous ai dit, même s'il n'a pas choisi lequel, ça sera surtout pour financer les investissements nécessaires dans la transition, Ouais. encore une fois, et pour redresser les finances publiques. Après, on a parlé politique économique, mais d'un point de vue strictement politique, on évoquait d'ailleurs avec le magazine Challenge jeudi l'inflation déraisonnable des candidats à la présidentielle, potentielle, une quarantaine aujourd'hui. Il en fait partie, rien ne dit qu'il sera sur la ligne de départ et qu'il obtiendra le Bien parrainage sûr, des 500 maires ou les fameuses 500 signatures. son raisonnement à lui, c'est de dire, en tout cas c'est comme ça qu'il le présente, c'est de dire, moi je suis pas enfermé dans un camp, tous les autres candidats du bloc central sont dans une stratégie de premier tour, et ça veut dire qu'ils gagneront, si jamais ils ont une chance de gagner, elle est très faible au second tour, ric-rac contre Bardella ou contre Jean-Luc Mélenchon, ils n'auront jamais de majorité pour appliquer leur programme. Alors que lui dit, bah moi j'ai un programme suffisamment œcuménique pour rassembler un petit peu de gens de gauche raisonnables et un petit peu de gens de droite. Et donc, moi, je dirai tout, je mettrai tout sur la table avant l'élection. Et j'ai déjà une stratégie de second tour. J'espère que, en fait, la stratégie perdante du bloc central va faire que, en fait, je serai une sorte de recours au premier tour. Et j'ai surtout une stratégie de second tour pour avoir une majorité. Je vous laisse apprécier si c'est réaliste ou pas. Allez, merci beaucoup. Explication signée Marc Vigneault, journaliste à l'Opinion. Merci Marc, bonne journée. Merci David, bonne journée.